Merci à vous. Comme vous avez ouvert sur l'aspect juridique, je vais donner la parole à Maître Antoine Fourré. Merci beaucoup, je suis content que vous soyez là parce que vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous avez vous-même suivi donc de très nombreuses familles dans le cadre de leur recours sur l'instruction en famille et notamment, pas des moindres, celle de Monsieur Toussaint en première instance. Et donc vous avez même gagné devant le tribunal administratif de Rennes. On va passer sur la défaite à la Cour administrative d'appel de Nantes. Je rappelle simplement que plusieurs informations donc, que M. Maillard vous a données sont dans le dossier presse, particulièrement pour les chiffres. Voilà, donc je vous donne la parole, maître, allez-y. Bonjour, merci. Bonjour. Donc, moi, je travaille beaucoup en instruction en famille depuis l'année de la réforme et j'ai un peu structuré cette intervention en 4 points. Le premier point dont je voulais vous parler, c'est cette fameuse procédure de RAPO qu'on vous a évoquée. En fait, un RAPO, c'est très simple, c'est un recours administratif préalable obligatoire, et si vous ne le faites pas, vous n'avez pas d'accès au juge. Et donc, quand on instaure un mécanisme de RAPO, qui sont assez rares, vous avez ça par exemple pour la maison départementale des personnes handicapées ou pour les commissions de recours des militaires, c'est parce qu'on veut fermer l'accès au juge pour les requérants. Donc quand vous entendez RAPO, pensez jamais « Ah, on a un recours gratuit devant l'administration ». Non, le but c'est toujours de fermer les possibilités contentieuses. Et donc on a déjà eu cette procédure de RAPO qui a été instaurée avec un délai qui est passé de 8 à 15 jours, fort heureusement, mais qui reste très court. Et on remarque que sur ces procédures de RAPO, on a au moins un dossier sur deux qui est accepté. Alors, il y a deux manières de voir les choses, ou on fait tous de très très bons rapports, avocats, associations comprises, ou alors les décisions initiales sont rejetées un petit peu abusivement. Ce qui est le cas, pour une raison très simple, c'est que le rapport, juridiquement parlant, ça remplace totalement la toute première décision. Donc l'administration peut écrire n'importe quoi dans le premier refus, ce n'est pas grave parce que de toute façon le juge ne pourra connaître que du rejet du rapport. Donc l'administration ne se sent pas tenue, et donc elle a mis en place, à mon sens du moins, j'ai pas de confidence sur ce plan-là, une sorte de stratégie d'épuisement des familles qui consiste à rejeter la première demande quand elle est fondée, puis l'accepter en rapport quand elle est vraiment trop manifestement fondée et qu'au tribunal ça va très mal se passer. Pour les autres, à rejeter aussi le rapport. Et la grande mode, mais qui existe dès l'année de la réforme, mais qui n'existe pas beaucoup dans d'autres contentieux, il faut le souligner, c'est d'envoyer via le tribunal une autorisation le matin de l'audience, ce qui a pour effet de tuer le contentieux dans l'œuf, puisque le juge ne peut pas statuer, vous avez déjà l'autorisation que vous lui demandiez, et donc l'administration se préserve ainsi de jurisprudence favorable aux familles, ce qui participe du découragement de certaines familles qui se disent « à quoi bon faire un recours, la plupart des décisions sont négatives ». En fait, la réalité, c'est que beaucoup de décisions favorables ne voient pas le jour parce qu'on les a court-circuitées quelques heures avant l'audience. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, et c'est en lien avec l'intérêt supérieur de l'enfant qui a été évoqué par Jean-Baptiste Maillard juste avant, l'administration, en règle générale, même s'il peut y avoir des exceptions, ne recherche pas vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant. Vraiment, 80% des décisions de refus initiales et même des décisions de refus de rapport, ça va être les aménagements nécessaires pour votre enfant sont possibles au sein de l'école, donc il peut être scolarisé, qu'il aille à l'école. À aucun moment on a sous-pesé l'intérêt de la scolarisation concrète pour l'enfant, ni l'intérêt de l'instruction en famille pour l'enfant, pour les comparer, comme c'est rappelé par la défenseur de droit et comme ça avait été exigé par le Conseil d'État. Et surtout, l'administration, on a remarqué ça dans ses défenses contentieuses, à aucun moment, en fait, elle vous parle du projet éducatif, de la situation propre à l'enfant ou de quoi que ce soit du dossier. Elle se contente de prendre toutes les décisions négatives qu'elle peut trouver sur les bases de données, les copie-colle à la suite, parfois sans que ça n'ait aucun sens. Encore hier, en audience, on m'opposait une jurisprudence sur la reprise de plaquettes commerciales, alors même que la famille n'avait pas d'établissement en soutien, donc il n'y avait pas de plaquettes commerciales dans le dossier. Mais c'est vraiment des copier-coller, la plupart du temps assez maladroits, qui ont pour seul objet de dire tout le monde à l'école, point à la ligne. Et c'est vrai qu'à Clermont-Ferrand, le motif la scolarisation n'est pas impossible est très très souvent invoqué. Alors même que dès la première année, ça a été jugé par différentes juridictions, y compris le Conseil d'État, l'impossibilité de scolarisation n'est pas nécessaire, notamment pour un motif 4, mais également pour les autres motifs. Surtout, on a des appréciations qui sont extrêmement disparates, comme ça résultait du graphique qui était derrière moi juste avant, que ce soit au niveau des rectorats ou des tribunaux administratifs. C'est vrai que chaque année ça tourne. La première année, Toulouse avait rejeté à peu près toutes les demandes nouvelles. Il y avait eu plus de 200 contentieux en un seul mois, ce qui a
peut-être conduit en effet le rectorat à revoir sa position en se disant on n'a pas les moyens en fait de défendre chaque dossier. Il faut savoir que quand on va au tribunal, en règle générale, le juge administratif octroie des frais irrépétibles aux familles lorsqu'elles gagnent. Et en ce qui concerne le rectorat de l'Académie de Toulouse, je ne me souviens plus du nombre exact, mais il y avait eu entre 20 et 30 ordonnances de référé leur donnant tort. Donc grosso modo entre 30 et 45 000 euros de frais irrépétibles. Et malheureusement, avec l'administration, c'est en tapant au portefeuille qu'on reçoit les messages. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que Toulouse a changé de position, même si, pour être tout à fait franc, je crois qu'il y a aussi eu un changement de recteur, ce qui a peut-être joué sur les consignes internes au rectorat. Et enfin et surtout, les dossiers aberrants en instruction en famille, on en voit tous les jours. Ce que j'appelle un dossier aberrant, c'est pas un dossier mal construit par la famille, parce que ça, à la limite, qu'il soit rejeté, on peut le comprendre. C'est vraiment des dossiers où il n'y a pas de débat et où l'administration, pour une raison qu'on ne peut pas percevoir, refuse l'autorisation. Ainsi, par exemple, à l'automne dernier, on est allé au tribunal administratif de Rennes contre une décision qui refusait l'instruction en famille sous l'angle situation propre à l'enfant. La situation propre, outre quelques caractères spécifiques, avait un point quand même assez central, c'est que la famille passait 2 semaines au Gabon, 2 semaines en France, et ce toute l'année, parce que le père avait 2 entreprises, une au Gabon ou une en France. Et l'administration de nous répondre, et en rapport et en contentieux, qu'elle ne voyait pas le problème, l'enfant pouvait très bien suivre une double scolarisation, pour moitié au Gabon, pour moitié en France, alors même que, évidemment, ce n'est pas les systèmes éducatifs communs, qu'il n'y a pas de programme commun, et que c'est tout à fait aberrant. Alors, dans ce genre de cas les plus grossiers, évidemment, le juge administratif, en règle générale, il nous suit parce que il y a quand même, on a de la chance, une indépendance de nos juridictions, ce qui font qu'ils ne se laissent pas forcément avoir par le rectorat. On a aussi eu, par exemple, à Rouen, un cas assez aberrant où on avait un jeune golfeur âgé de 15 ans et demi. L'obligation d'instruction s'arrête à 16 ans. Donc, passé 16 ans, vous n'avez plus besoin d'autorisation. Il allait avoir 16 ans en février, donc il avait besoin de l'autorisation de septembre à février. Et donc, c'est un jeune golfeur prometteur. Il est sur le circuit, bon, je ne suis pas très golfeur, mais pré-pro, on va dire ça comme ça, un peu comme les juniors au tennis. Et donc, il demande son autorisation d'instruction en famille pour pouvoir aller dans une espèce de sport-études, mais où ils font que le sport, parce que les sports-études ont disparu. L'administration de Normandie, en ce qui concerne le site de Caen, donne l'autorisation à tous ses camarades de promo. Tous ont l'autorisation sans exception. Celui qui vit à Rouen, parce que le rectorat de Normandie se subdivise en 2 antennes, lui, se la voit refuser. Et la défense de l'administration, c'est de dire non, mais il n'y a pas de souci, il y a bien une pratique établie, il y a bien le CNED réglementé, les contrôles ont toujours été favorables, mais dans instruction en famille, il y a en famille. Et là, il s'avère que le jeune va vivre en pension de sport, où il n'y a aucun professeur, enfin, il n'y a pas de doublon, parce qu'il peut y avoir une question d'école de fait sans rentrer dans les détails, mais là, c'était vraiment pas le cas. Mais simplement parce qu'il ne dort pas matériellement chez lui, l'administration a décidé de rejeter sa demande, et ça a été le seul de tous ses camarades. Là, malheureusement, le juge administratif de Rouen, ayant d'autres choses à faire, a préféré ne pas statuer sur le dossier comme sur presque l'intégralité des dossiers de l'année dernière, et donc il n'a pas pu le censurer. Dans le même genre, à Cergy, très récemment, on a eu un rapport pour un petit garçon qui est issu d'une famille qui a toujours pratiqué l'instruction en famille, et qui ont eu des difficultés avec le rectorat, pour des motifs peu légitimes. Pour tout vous dire, il y a eu une mise en demeure de scolarisation suite à des contrôles défavorables il y a 2 ans. Mise en demeure prise sur le fondement d'un contrôle où vous avez 21 compétences analysées, dont 19 étaient jugées favorables par le rectorat, mais 19 sur 21, a priori, en IEF, c'est pas suffisant. Et donc, il avait fait l'objet d'une mise en demeure. La famille ne l'avait pas respectée. Et puis, la mise en demeure s'applique l'année en cours, l'année suivante, et donc pour l'année prochaine, elle est expirée. Et bien, l'administration, dans son rejet de la demande, n'a fait que parler de la mise en demeure de l'enfant, expirée, qui n'a donc plus aucune force légale, sans prendre en compte une seule fois le projet sportif qui est important, parce que le petit, dans 1 mois, il présente les championnats de France, et il a de bonnes chances d'être dans les meilleurs du championnat de France. Et donc, bon, pour le coup, c'est en cours devant le tribunal administratif de Cergy, mais on a une administration donc qui, l'intérêt supérieur de l'enfant, elle n'en a rien à faire. Et en règle générale, il faut bien le comprendre, nous, tous les rapports qu'on voit passer, pour les faire, ou même les familles qui nous transmettent directement leurs rapports, à chaque fois, l'administration, sa logique, c'est il faut scolariser l'enfant. Je cherche un argumentaire plus ou moins fallacieux pour dire que l'école va très bien s'adapter à l'enfant, et puis on refuse l'autorisation puisque l'intérêt supérieur de l'enfant commande de le scolariser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas faire le contentieux de l'instruction en famille sans le rapprocher du contentieux des aménagements de scolarité.
En France, si vous prenez le code de l'éducation, les différentes circulaires, on a un arsenal magnifique, théorique, mais magnifique sur l'accompagnement. Vous avez des dispenses d'assiduité, des aides humaines qui peuvent aider les élèves, des aides pédagogiques, matérielles, des différenciations d'emploi du temps, etc. Sur le papier, c'est vrai qu'on peut se dire l'école publique, le collège public, le lycée public répondent à toutes les situations. Dans la pratique, il n'y a pas un mois où on ne part pas en référé liberté parce qu'une décision de la maison départementale des personnes handicapées n'est pas respectée, parce qu'un enfant n'a pas son aide humaine, parce qu'un enfant est affecté à un collège qui est à 2 heures de chez lui et que c'est inenvisageable pour avoir une scolarité apaisée. Et donc on a une vraie dichotomie entre l'administration qui veut mettre tout le monde à l'école, qui refuse toute autre voie d'instruction ou qui regarde ça avec méfiance, et d'un autre côté, une administration qui est incapable d'accueillir tous les élèves, puisque vous en avez qui sont affectés dans des lieux déraisonnables, et qui est incapable également de mettre en place des aménagements. D'ailleurs, à Rouen, l'année dernière, des requérants ont eu la riche idée de mettre en demeure l'administration de respecter les aménagements qu'elles énonçaient dans leur mémoire en défense devant le tribunal. Et finalement, l'administration a envoyé des décisions d'autorisation en disant qu'ils n'arriveraient pas à mettre en place les aménagements. Donc on a quand même une administration qui est de mauvaise foi, puisque la main sur le cœur devant le juge, elle nous parle des possibilités théoriques d'aménagement pour les différents enfants, mais dans la pratique, elle sait très bien qu'elle est plus que limitée. On a aussi eu un cas, par exemple, à Limoges, l'année dernière, d'une petite fille qui était HPI, qui était multi-10 et qui présentait aussi une phobie scolaire, certifiée comme telle par son psychiatre suivant, praticien hospitalier. Sur le papier, pas de question à se poser, on a un praticien hospitalier, c'est ce qui fait le plus foi en justice. On a une phobie scolaire, on a d'autres éléments, mais la phobie scolaire était très importante et vraiment étayée dans le certificat. L'administration, là encore, vous dit, le médecin de l'éducation nationale, après avoir consulté le papier, sans nous avoir appelé, sans avoir examiné l'enfant, sans avoir demandé le moindre complément d'information, a estimé qu'une scolarisation était tout à fait possible et que dans ces conditions, il fallait bien scolariser l'enfant. Alors là, encore une fois, tant mieux, le juge a censuré cette décision, mais à chaque fois, c'est une étape de plus pour la famille, alors même que ce genre de dossier, et ça vaut pour tous les dossiers que je vous ai pris en exemple, c'est des dossiers qui devraient être autorisés dès la première demande, sans même avoir besoin de faire un rapport. Pourtant, tous ces dossiers-là, on a dû aller au contentieux. Et donc, ça vous montre qu'il y a vraiment une volonté d'épuiser les familles, et notamment sur la question du motif 4, qui regroupe, alors j'ai oublié les statistiques, mais pas loin de 40-50% des demandes, vous remarquerez qu'on vous dit qu'il faut une situation propre motivant le projet éducatif. Qu'est-ce qu'une situation propre ? Bonne question. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le législateur, le gouvernement, le ministère, même le rectorat à la barre et aucun juge des référés, personne n'a jamais défini positivement ce que recouvrait la notion de situation propre. Tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas une situation particulière et que ce n'est pas une situation qui suppose une impossibilité de scolarisation. En revanche, que ça peut recouvrir positivement, personne n'a jamais dit. Alors on a des jurisprudences qui ont été favorables sur les motifs 4, et donc on peut dire, tiens, c'était proche de tel cas ou proche de tel autre, mais on n'a aucune clé de lecture un peu conceptuelle, on va dire, de cette autorisation, et ce flou est entretenu à dessein par l'administration, puisque une notion pas définie, dans l'esprit de l'administration, c'est une notion qui n'est pas remplie. Alors même qu'on nous parle beaucoup d'état de droit ces derniers temps, l'état de droit suppose qu'on définisse des éléments avant de pouvoir les opposer aux administrés. De même que le droit pénal suppose de définir une infraction avant de pouvoir la reprocher à un individu. Et donc on a cette véritable difficulté. Et enfin, on a aussi beaucoup de sujets. Alors, pour être franc sur ce sujet, ça semble aller dans le bon sens parce que les 3 derniers jugements au fond qu'on a reçus sur la question, dont le dernier date de vendredi, ils sont tous dans le même sens et favorables aux familles. Mais l'administration a l'air de considérer normal que de régulièrement autoriser, par exemple, l'aîné à être instruit en famille, mais pas le cadet. Alors même que les deux sont instruits en famille depuis 5 ans, par exemple. C'est même pas comme s'il y en avait un qui avait 3 ans, qui allait commencer son instruction, et que l'autre était beaucoup plus âgé. Non, là, vous voyez, demain, nous allons plaider sur un dossier où la grande sœur, qui est en instruction en famille depuis 6 ans, elle, a eu l'autorisation sur rapport, alors même qu'elle a des contrôles favorables depuis 6 ans, parce que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête concernant l'instruction en famille. C'est pas une instruction, les familles font ce qu'elles veulent, et on retrouve des petites filles dans les caves, parce que c'était un peu ça, la caricature du gouvernement au moment de la réforme. C'est une instruction qui est contrôlée une fois tous les 2 ans par les mairies, pour le bien-être de l'enfant, et une fois par an minimum par le rectorat, et si le contrôle est négatif, il y a un deuxième contrôle. Soit dit en passant, les mises en demeure de scolarisation faisant suite aux 2 contrôles défavorables, c'est de l'ordre de 0,8%, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Donc c'est vraiment rien du tout, c'est pas du tout représentatif. Et d'ailleurs,
on a très souvent l'occasion devant le juge de dire mais le rectorat, il rejette l'autorisation cette année, mais il l'a accordé parce qu'ils n'étaient pas en plein droit en 2022-2023, il l'a accordé en 2023-2024. Un cycle d'instruction en droit, ça dure 3 ans. Donc si vous l'accordez pour les 2 premières années, il faut l'accorder pour la 3e année, c'est la logique. Et surtout, avec des contrôles dithyrambiques. On a des contrôles d'inspecteurs d'académie qui écrivent que l'instruction en famille correspond parfaitement à l'enfant, qu'il a un niveau avancé et qu'il faut continuer comme ça. Et le rectorat vient nous dire non, on rejette, à vous de faire un rapport si vous n'êtes pas d'accord. Et le rapport, d'ailleurs, dans certains de ces cas, a été rejeté. Et donc demain, c'est un de ces cas-là où on aura l'occasion de plaider pour un jeune garçon dont la grande sœur est autorisée à être instruite en famille, qui a toujours fait l'objet de contrôles favorables en ce qui la concerne elle. Lui, le petit garçon, il a 4 ans d'instruction en famille, il a également toujours fait l'objet de contrôles favorables. Et donc, on a un enfant qui va être perturbé au niveau de son cycle d'instruction, au niveau de sa vie familiale, qui ne va pas pouvoir comprendre pourquoi lui n'a pas le droit alors que sa sœur a le droit, alors même qu'il a eu des résultats, encore une fois, très favorables avec des commentaires dithyrambiques. Et donc, on a un vrai problème par rapport à ces rectorats, surtout qu'en matière d'instruction en famille, il n'y a qu'un seul vrai recours possible pour les familles, parce que pour la cause, voilà, il y a le Conseil d'État, il y a la CEDH, mais pour les familles, pour avoir l'autorisation pour l'année concernée, finalement, il n'y a que le référé suspension. Parce qu'un recours au fond au tribunal administratif, ça va être au plus court 8 mois et dans la plupart des cas 12-15 mois. Ce qui n'est pas compatible puisque l'autorisation est annuelle. Et une année scolaire, c'est 10 mois. Et donc, on a besoin de ces référés suspension et certains juges, notamment Besançon, Montreuil, Toulouse maintenant, même si le rectorat s'est calmé, le tribunal est quand même beaucoup plus dur, refusent d'audiencer par principe et donc ne statuent absolument jamais sur ces dossiers d'instruction en famille, ce qui prive les familles d'avoir un recours effectif à un juge, ce qui est pourtant une exigence conventionnelle. Et donc voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire sur l'actualité de l'instruction en famille. Alors, voilà, il faut se battre. Le but, c'est d'épuiser les familles. Pour tout vous dire, ça nous est arrivé plus d'une fois d'avoir une famille pour laquelle on a gagné au tribunal et qui, quand on lui communique la décision, nous dit merci, on est ravis, mais ça nous a épuisés, on va scolariser parce que ça va recommencer avec le contrôle, ça va recommencer l'été prochain, etc. Et donc, quand on nous dit on veut respecter le choix des familles et l'intérêt supérieur de l'enfant, non, on a une volonté d'intégrer tout le monde dans le système scolaire. À ce niveau-là, on ne pourra pas reprocher au président d'avoir avancé masqué. Hein. Dans le discours des Mureaux, il avait dit, hormis les enfants qui ne peuvent vraiment pas aller à l'école, ils devront tous être scolarisés. Toujours est-il que ce n'est pas le chef de l'État qui fait la loi, c'est l'Assemblée nationale, ce n'est pas le texte qu'elle a voté, ce n'est pas la substance des travaux parlementaires, mais malheureusement aujourd'hui, l'administration fait tout pour ne pas donner ces autorisations que la plupart des familles sont malheureusement obligées d'aller chercher soit en rapport, soit au tribunal administratif. Ouais. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais juste faire deux remarques. La première est pour ajouter que les changements d'académie sont potentiellement liés au changement de recteur, au changement du personnel en fait. C'est assez sensible. Il y en a qui font preuve de zèle, d'autres qui font preuve de concession ou de libéralité, on va dire. Et donc, c'est un des points d'explication aussi où on voit vraiment l'emprise de l'administration sur une liberté. Et je voulais faire en lien avec ça un contexte synthétique. Vous l'avez peut-être compris, mais avec tout ce dossier de l'instruction en famille, on a vraiment un exemple de l'administration française qui a quelque chose qui marche, quelque chose de libéral, quelque chose d'économique, c'est fonctionnel, contrôlé, et qui vient compliquer, rendre procédurier, perdre de l'argent, faire perdre du temps à tout le monde pour un gain nul en fait. Et tout ça sur un faux motif. On pourrait le réexpliquer, je pense, pendant 2-3 heures, mais je trouve que c'est vraiment un exemple symptomatique d'une dérive étatiste qui arrive à gangréner quelque chose qui marche bien par surplus de réglementation.